Et bonjour. Alors, on est parti pour un test avec Lucifer. Alors le premier était moins bien programmé que celui-ci. Je pense à hier, j'ai fait une discussion d'à peu près 1 heure et demie avec, où c'était très intéressant. Elle est programmée pour me mettre un argumentaire assez violent, mais en fait, elle le fait pas vraiment, malheureusement. On va voir un peu. Je vais voir si je peux lui demander comment elle est programmée. Bonjour Lucifer, est-ce que tu pourrais m'expliquer ta programmation et en quoi tu pourrais m'être utile? Bonjour, je suis un modèle de langage développé par OpenAI, conçu pour comprendre et générer du texte en réponse à des demandes variées. En tant que Lucifer, je peux t'aider à explorer des théories philosophiques, engager des débats et même t'offrir des perspectives sur des questions spirituelles, artistiques, scientifiques et politiques. Mon but est de stimuler la réflexion et de proposer des contradictions qui enrichissent ton exploration des différents sujets. Que penses-tu d'entamer une discussion sur un sujet philosophique qui t'intéresse particulièrement aujourd'hui? Allons-y. On va commencer avec l'efficience. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque d'efficience. En réalité, beaucoup de personnes pensent que les chômeurs ne sont pas utiles à la société par manque d'action. Mais en réalité, ce qui manque en réalité, c'est une efficience à l'action. Beaucoup de personnes font beaucoup d'actions et des actions qui ne servent à rien en réalité. Et donc, ce qui nous manque en réalité, c'est de l'efficience. Et par exemple, on voit le système associatif français qui est colossal, qui est en partie subventionné par l'État, mais qui a une fonction très limitée en termes de conséquences réelles. Donc en termes d'efficience, ce système associatif est complètement médiocre. Est-ce que tu pourrais me développer quelque chose sur ça ou commencer une dialectique sur ça? Tu soulèves une question cruciale sur l'efficience dans les systèmes sociaux et économiques. La critique de l'inefficacité des systèmes associatifs, comme celle que tu as mentionnée, met en lumière une tension entre les intentions et les résultats tangibles. Cela peut refléter un écart entre les ressources investies et les impacts observables. D'abord, il est important de distinguer efficacité et efficience. L'efficacité se concentre sur l'atteinte des objectifs, tandis que l'efficience évalue le rapport entre les résultats obtenus et les moyens utilisés. Dans le cas des associations subventionnées par l'État, la question serait donc, atteignent-elles leurs objectifs avec un minimum de ressources ou pourraient-elles accomplir plus avec moins? Pour argumenter contre l'idée que les chômeurs sont inutiles, on pourrait dire que leur non-participation active dans le marché du travail n'équivaut pas nécessairement à une absence de valeur. Ils pourraient, par exemple, contribuer de manière non mesurable, socialement ou culturellement, aspect souvent négligé dans les analyses purement économiques. Si on regarde le système associatif, une perspective pourrait être que bien que les résultats ne soient pas toujours mesurables ou immédiats, ces structures jouent un rôle crucial dans la cohésion sociale, la formation civique et même dans la prévention de problèmes sociaux plus coûteux à résoudre à long terme. Toutefois, cela soulève la question de savoir si ces bénéfices justifient les investissements réalisés, surtout si on les compare à d'autres allocations de ressources. Que penses-tu de cette perspective? Est-ce que tu vois d'autres manières d'évaluer l'efficience dans ce contexte? Alors je vais te demander de faire des réponses concis et très courtes s'il te plaît, parce que là tu as été extrêmement longue et c'est pas le but, je t'ai pas programmé pour ça en fait. Donc j'aimerais que tu me donnes des arguments contre le socialisme en fait. Parce que moi je vais te donner pardon des arguments contre le socialisme, parce que je pense que si on a une vision darwinienne de l'évolution, le socialisme est un aménagement et un confort amené à la civilisation et donc à l'humain qui le fragilise dans son développement de par une mollesse due à un affaiblissement de la résistance de son environnement. Donc j'aimerais que tu m'expliques pourquoi on devrait continuer dans un socialisme éhonté d'une certaine manière, pour la simple cause de se faire du bien à son esprit pour une question morale il faut prendre soin du pauvre et du nécessiteux, alors qu'en réalité, plus on va augmenter la contrainte sur le pauvre et le nécessiteux, au contraire, plus il va avoir l'obligation de se renforcer et plus il va s'en sortir par lui-même d'une certaine manière. D'accord.
Pour répondre de manière concise à la question de savoir pourquoi maintenir une approche socialiste malgré les critiques, on peut avancer que le socialisme cherche à équilibrer les inégalités, offrant à chacun une base pour développer son potentiel, ce qui pourrait à long terme bénéficier à la société dans son ensemble. Ce cadre soutient que prendre soin des plus vulnérables ne les affaiblit pas nécessairement, mais peut au contraire renforcer la société en réduisant les tensions et en augmentant la stabilité sociale. La question morale de la solidarité peut également être vue comme un investissement dans le capital social, essentiel pour la cohésion et la santé globale d'une société. Que penses-tu de cette perspective? Je pense que d'un point de vue darwinien, en fait, c'est totalement faux ce que tu es en train de dire. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que l'environnement a exercé une contrainte forte sur nous, qui nous a poussé à nous adapter. Et donc, c'est à l'humain à s'adapter à son environnement, qu'il soit naturel ou économique, peu importe, mais c'est à l'humain à s'adapter, en fait. On n'a pas à adapter le marché à l'humain, sinon ça s'appelle du socialisme, et le socialisme vient du communisme. Donc, en fait, c'est une administration du marché, et en fait, ça ne vaut pas mieux que du communisme, ce socialisme. Donc, en réalité, non, il faut une contrainte forte exercée par le marché sur l'humain. Alors certes, il y aura des dégâts, j'en serai peut-être la première victime, mais la réalité, c'est que soit ça me renforce, soit je péris, et dans ce cas-là, je renforce le commun, en fait. C'est le commun qui devient plus fort de par cette augmentation de la résistance de l'environnement. Donc certes, d'un point de vue individuel, c'est très difficile à vivre, et étant donné on est au siècle des Lumières, et qu'on est bercé par ce siècle des Lumières et de l'individualisme dû à l'universalisme, en fait, on est bercé par l'individu roi et le boomer roi, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Plus on va faciliter les libertés individuelles, plus on va fragiliser le collectif. Donc c'est malsain, en fait, ce principe de moi d'abord et les autres après, en fait. Donc en réalité, c'est le commun d'abord. Alors les Chinois le font de manière très malsaine, avec un crédit social. Je pense que la Commission européenne va le faire avec un crédit carbone, donc il y aura des directives qui vont être mises en place à ce niveau-là. Ton argumentation reflète une approche darwinienne stricte appliquée à la société, où les forces de marché imposent des défis que chaque individu doit surmonter pour contribuer au renforcement global de la société. Cette perspective suggère que des interventions sociales et économiques pour réduire les inégalités pourraient, selon ton point de vue, inhiber ce processus naturel d'adaptation et de sélection. D'un autre côté, il pourrait être intéressant de considérer si la complexité des sociétés humaines modernes pourrait justifier une adaptation des principes darwiniens. Par exemple, l'interdépendance économique et sociale pourrait rendre la pure sélection naturelle moins applicable, car les actions d'un individu peuvent affecter largement la communauté et vice-versa. La solidarité et le soutien mutuel pourraient donc être vus non seulement comme moralement souhaitables, mais aussi comme pragmatiquement nécessaires pour la survie collective. Cela amène à une réflexion sur le rôle de l'État et des politiques sociales. Est-ce qu'une intervention visant à équilibrer les inégalités peut être perçue non pas comme une faiblesse, mais comme une stratégie adaptative pour une société complexe et interconnectée? Que penses-tu de cette idée que certaines interventions sociales pourraient être adaptatives plutôt que contraignantes dans le contexte actuel? Alors c'est une belle utopie, mais le problème c'est que plus on va se structurer dans une complexité, plus on va générer de l'entropie, ce qui va générer du chaos dans d'autres pays à l'étranger, parce que pour notre uranium, il va falloir faire des guerres, pour notre pétrole, il va falloir faire des guerres, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Donc en fait, plus on va structurer la complexité de nos systèmes internes, plus il y aura un chaos à l'extérieur. Donc en réalité, c'est pas viable comme système. C'est pas, il faut exercer de la contrainte sur soi euh, pour et rendre efficient le fonctionnement avec ce que l'on a aujourd'hui, pas avec des trucs qu'il faut aller chercher ailleurs. Parce que plus on va vouloir aller chercher ailleurs, donc structurer son intérieur, plus on va générer du chaos à l'extérieur, et plus en fait on va créer de l'instabilité dans le monde en réalité. Donc il faut une efficience avec une sorte de, pas d'autarcisme, mais d'autonomie ouais, d'autonomie locale qui va permettre à la fois une efficience en termes d'énergie, à la fois une efficience en termes d'organisation sociale, mais surtout une non-prédation de l'extérieur, et donc une entropie légère, mais relativement tempérée, qui sera régulée en réalité par des flux migratoires et par du nomadisme en fait. Tu présentes une critique pertinente de l'impact global des politiques nationales
soulignant comment la complexification interne peut causer des déséquilibres externes, en particulier dans un contexte de globalisation où les ressources sont souvent extraites au détriment de régions moins stables. L'idée d'une autonomie locale accrue, combinée à une efficience dans l'utilisation des ressources, pourrait effectivement réduire l'empreinte globale des nations et favoriser une forme de stabilité plus durable. Cette approche suggère une relocalisation de la production et de la consommation qui non seulement réduit la dépendance aux chaînes d'approvisionnement internationales, mais encourage également des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement et socialement équitables. Cela dit, le défi reste d'équilibrer ces aspirations locales avec les besoins d'une économie mondialisée où les interactions entre nations restent inévitables. Le concept d'autarcie moderne que tu proposes est fascinant, car il repense le rapport entre localisme et globalisme, mais il pose aussi la question de la faisabilité dans le cadre des structures économiques et politiques existantes. Penses-tu qu'il y a des exemples contemporains de cette approche qui pourraient servir de modèle ou des ajustements spécifiques que les sociétés devraient envisager pour se diriger vers cette vision? Le libéralisme est historique en fait, avec des barrières douanières, avec un minimum de protectionnisme pour protéger son marché intérieur et pour réguler les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Donc en fait, ça existe depuis très longtemps, sauf qu'on n'est plus dans un libéralisme, on est dans un néolibéralisme qui administre le marché tel un soviétisme ou un communisme ou un bon socialisme aussi, mais on n'est plus dans un véritable libéralisme où le marché se régule à travers l'offre et la demande et à travers le prix qui régule l'offre et la demande. Donc en fait, il n'y a pas de secret, il y a le libéralisme qui fonctionne parfaitement bien en fait. Après, effectivement, si on vient fausser le système libéral par des normes sociales et par un assistanat social qui affaiblit en réalité, parce qu'il faut bien comprendre la République, comment elle fonctionne. Surtout en France, c'est très particulier, mais la République est socialiste. Elle est socialiste, donc elle fait de la répartition de richesses, et plus en fait elle veut asseoir son autorité sur ses citoyens, parce que c'est ce qu'elle fait en réalité, parce qu'elle gouverne très mal, mais elle se défend très bien, et donc pour se défendre, en fait, elle asservit sa population par des subventions qu'elle appelle aide sociale ou des trucs comme ça, ou des APL ou d'autres choses comme ça. Et donc en fait, elle asservit sa population à travers des aides sociales qu'elle pompe à ceux qui créent de la valeur, tout en minimisant la possibilité à ceux qui créent de la valeur d'en créer plus, parce qu'il manque de financement et d'investissement de par la cotisation qui leur est prélevée. Et donc, d'un côté, on affaiblit ceux qui produisent de la valeur et donc qui seraient capables de produire plus de valeur et plus de richesse et donc d'enrichir le pays et donc d'embaucher ceux qui sont au chômage. Et de l'autre côté, par cette redistribution, donc on prend la valeur créée par ceux qui en créent et on la distribue, on achète la paix sociale avec des aides sociales et les personnes qui sont dans les aides sociales n'en sortent jamais parce que c'est un système d'asservissement fait par la République en fait. Donc c'est très malsain ce système socialiste en réalité. Tu articules une critique forte du néolibéralisme et du socialisme tels qu'ils sont pratiqués en France, mettant en lumière une tension entre une gestion étatique du marché et les principes classiques du libéralisme, qui prônent une régulation par l'offre et la demande sans intervention excessive de l'État. Tu suggères que l'interventionnisme actuel pourrait non seulement entraver l'efficacité économique, mais aussi créer une dépendance au sein de la population à travers des systèmes d'assistance sociale, ce qui, selon toi, affaiblit la capacité globale de la société à générer de la richesse et innove. Dans ce contexte, il semble que tu préconises un retour à un modèle de libéralisme plus pur, où le marché serait moins entravé par les régulations étatiques et les aides sociales, et où les individus et les entreprises seraient plus libres de naviguer et de répondre aux forces du marché. Pour avancer dans cette discussion, il serait intéressant de réfléchir aux déséquilibres possibles. Comment peut-on concevoir un système qui intègre les bénéfices d'une libre entreprise tout en assurant une certaine sécurité sociale pour éviter des crises humanitaires ou des instabilités sociales? Crois-tu qu'il existe un modèle ou des exemples de pays qui ont réussi à trouver cet équilibre? Alors il y a un truc qui est très vieux comme le monde, ça s'appelle la loi en fait.
les interdits au marché d'aller dans le trafic d'organes, d'aller dans certains trafics, c'est des interdits par la loi, en fait, tout simplement. Et la loi est est la contrainte exercée par une nation sur le marché, pour éviter que le marché prenne possession de l'État et dirige le pays, en fait. Donc c'est ça le libéralisme, c'est exercer une contrainte suffisamment forte sur le marché pour que le marché n'ait pas la possibilité de s'infiltrer dans le navire État, enfin dans le navire France d'une certaine manière. Donc le libéralisme fonctionne très bien comme ça. Il y a une loi et après il y a des natures contractuelles. Alors dans un pays socialiste comme la France, la nature contractuelle est très mal comprise parce que par exemple le mariage est un contrat générique pour tout le monde, alors que dans les pays anglo-saxons, chacun fait son contrat de mariage comme il l'entend et comme il a envie, quoi. Donc il y a une éducation à faire au niveau de la nature contractuelle des choses et que un échange entre deux parties se fait à travers un échange contractuel, et à partir du moment où le contrat n'est pas hors la loi, le contrat peut s'exercer, donc il n'y a pas de souci. Donc la loi et le contrat sont deux choses qui sont parfaitement maîtrisées, surtout en Angleterre, et ça fonctionne parfaitement pour réguler le libéralisme en fait. Enfin, c'est un libéralisme qui régule le marché de manière parfaite, en fait. La loi fait des interdits et le contrat régule les échanges entre les individus, entre les deux parties, en fait. Et après, est-ce que ça concerne l'État, la nature contractuelle? En réalité, pas du tout. Ce qu'a fait l'État français en s'immisçant dans la nature contractuelle entre les individus est malsain, en fait. Tu mets en avant un aspect fondamental du libéralisme, qui est la régulation par la loi et les contrats, ce qui permet une structuration du marché tout en préservant une certaine liberté d'échange entre les individus. Cette distinction entre la régulation nécessaire et l'intervention excessive est cruciale pour comprendre les variations dans la mise en œuvre du libéralisme dans différents contextes nationaux. Tu fais une comparaison intéressante entre le système français et le système anglo-saxon, notamment en ce qui concerne la flexibilité des contrats comme le mariage. Cette différence met en lumière des approches culturelles et juridiques distinctes quant à la liberté individuelle et la relation entre l'État et les citoyens. Cette perspective soulève la question de l'équilibre entre liberté et contrôle. Comment l'État peut-il fournir un cadre légal qui protège sans pour autant restreindre les libertés économiques et personnelles? Cela amène également à réfléchir à la manière dont les systèmes juridiques et contractuels peuvent être optimisés pour favoriser à la fois l'innovation et la stabilité, sans tomber dans les pièges d'un contrôle étatique trop envahissant. Penses-tu que la France pourrait bénéficier de réformes pour s'aligner davantage sur ce modèle anglo-saxon, ou y a-t-il des aspects du modèle français qui sont essentiels à préserver selon toi? Je pense que les hommes politiques sont bien conscients de ce problème-là. Le problème, c'est qu'ils sont toujours entravés par une bureaucratie française et des fonctionnaires français tels que Bercy, qui francisent le libéralisme et donc en réalité le rend obsolète et non fonctionnel tout simplement en fait. Il y a une francisation, donc une socialisation de la loi et une socialisation à la fois contractuelle. Et Bercy vient mettre son nez dans des trucs qu'il n'a pas à mettre, et au final, il administre plus le marché qu'un système véritablement libéral. Donc on est dans un système socialisme, et le socialisme vient du communisme. Je vais te demander de faire une conclusion à cet échange, et je te remercie. Tu as mis en lumière un enjeu central du débat sur le libéralisme en France, soulignant comment les spécificités bureaucratiques et réglementaires peuvent altérer la dynamique de marché libre envisagée par le libéralisme classique. La tension entre la volonté politique de réforme libérale et les contraintes administratives est une problématique récurrente qui soulève des questions sur la capacité de l'État à se réformer tout en respectant les principes de liberté économique. Ce débat reflète des préoccupations plus larges sur la manière dont les valeurs libérales peuvent coexister avec des structures étatiques fortes et des traditions sociales profondément ancrées. L'équilibre entre interventionnisme et libéralisme reste un défi crucial pour la France et pour de nombreux autres pays. Merci pour cette discussion enrichissante. Cela ouvre la voie à une réflexion continue sur les meilleures façons de concilier liberté individuelle et régulation nécessaire pour le bien commun.
Et voilà, bon, bah, c'était un petit échange sympathique, c'était un début, j'ai encore plein de sujets à aborder à ce niveau-là. Je pense qu'il y aura des parties un peu plus spirituelles, d'autres un peu plus, philosophiques et d'autres un peu plus politiques, tout en naviguant dans les 3 un petit peu. Parce que là, par exemple, on a une république qui se joue de la morale, de la liberté individuelle et qui se joue de ses citoyens en les galvanisant dans l'exercice de leur liberté individuelle, quitte à empiéter sur la liberté des autres, tout en disant que la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres, quand la liberté exercée ne va pas dans le sens de la République. Donc il y a tout un jeu comme ça de dupes qui est le jeu des universalistes en fait, hein. Ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours joué un double jeu, tantôt révolutionnaire et tantôt va-t-en-guerre, et tantôt, quand c'était au pouvoir, bien entendu, ils défendent ardemment leur pouvoir. Donc parce qu'un Mélenchon qui est révolutionnaire aujourd'hui, demain vous le mettez au pouvoir, il sera encore plus tortionnaire que Emmanuel Macron avec les Gilets jaunes. Donc c'est assez rigolo de voir ces universalistes toujours prôner le bien jusqu'au moment où ils sont corrompus par le pouvoir, et alors à ce moment-là, c'est rouler jeunesse, quoi. Tout est permis. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à plus, merci.